Derrière moi, le général Rapp, qui a été sculpté par Bartholdi, que vous connaissez forcément puisque c'est le sculpteur de la Statue de la Liberté. C'était un enfant du pays, un enfant de Colmar, où nous allons passer cette journée en compagnie d'Emmanuel, notamment, qui nous a donné rendez-vous ici. On ira aussi goûter les merveilles du pays, puisqu'on est dans la capitale des vins d'Alsace, donc on ira rencontrer un vigneron et puis aussi on mangera de très bonnes choses. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. Vous connaissez le principe, dans Terre de France, quand on est bien dans un endroit, on y reste. Et après avoir fait le tour des musées de la ville, cette semaine, je vous emmène en balade dans les rues de Colmar. J'ai rendez-vous avec Emmanuel, mais ici tout le monde l'appelle Manu. Il est architecte et surtout amoureux de sa ville. Manu, tu nous as donné rendez-vous ici, place du Général Rapp, près de l'eau, un petit peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur à Colmar, oui. C'est une ville où il ne pleut pas souvent. Qu'est-ce qu'elle représente de particulier, cette place, pour la ville? Alors c'est un peu comme pour Bartholdi, un symbole de la liberté. La place Rapp, ça a toujours été le lieu de rencontre, de réunion des Colmariens, avant la guerre, après la guerre, pour faire la fête, comme les bals du 14 juillet, les fêtes foraines, la foire à la choucroute. Et c'est aussi un point de départ de toutes les différentes zones de cette ville, très travaillée au niveau de l'architecture allemande, de l'architecture française, et la vieille ville de Colmar qu'on a sous les yeux. Donc la vieille ville, elle est par là. Toute la partie est que tu vois là, et avec la muraille qui cernait donc justement tout ce vieux Colmar. Les remparts qui délimitent la ville médiévale. La ville médiévale, voilà. Et de l'autre côté? Et de l'autre côté, on retrouvera tous les quartiers allemands, les grands bâtiments construits par les Allemands, comme la poste, la gare, la cour d'appel, et les quartiers un peu plus au sud, avec les grandes villas bourgeoises des années 1870 à 1910-1915. Donc vraiment une partie française avec la préfecture, la vieille ville ici sur ta gauche, et puis par là les quartiers allemands. Et cet axe, c'est l'axe Bartholdi d'une certaine manière? Alors oui, si tu veux, parce qu'il y a effectivement cette statue-là qui est la première que Bartholdi a réalisée. Il a quand même 22 ans pour faire cette statue du général Rapp, ça a été sa première œuvre. 22 ans quand on peut il a... dire que Beau boulot. On a senti le talent, quoi. Ouais, good job. Donc Bartholdi, on le rappelle, c'est comme toi, donc je vous présente Emmanuel, architecte passionné de sa ville. Et comme toi, c'est un colmarien et il est très présent ici par tout ce qu'il a réalisé. Oui, il a fait beaucoup plus de choses que moi et que j'en ferai jamais dans ma vie. Bon, c'est un type génial, quoi, qui a toujours aimé cette ville de Colmar alors qu'il l'a quittée, il avait 2 ans. Bon, il y est revenu souvent après... C'est la ville de sa mère. Hein. Voilà, sa maman est partie à Paris, elle a emmené sa famille. Son frère Charles et lui sont partis avec elle. Et il est revenu à Colmar jusqu'avant la guerre de 70. Il a toujours été très amoureux de sa ville de Colmar. Et il a offert, de mémoire, 8 statues à la ville. Et Bartholdi, c'est vraiment un des sculpteurs français les plus connus, alors en France, mais aussi à l'étranger, puisque Bartholdi, c'est... Voilà, c'est la statue de la liberté, mais ça, tu le savais, tout le monde le sait. Et puis il y a aussi quand même le lion de Belfort. Et puis à Vercingétorix. À Clermont. À Clermont. Et les chevaux... La Zétéro. Bah voilà, bravo, je vois que tu es bien renseigné. À Lyon. Donc il a quand même beaucoup travaillé, il a aussi eu ses voyages en Égypte. Et c'est vrai qu'on le retrouve souvent dans son œuvre, cette idée de la liberté. Alors où c'est des grands libérateurs, ou des grands révolutionnaires, ou des aventuriers, comme l'amiral Brua qui a quand même traversé les océans. Et puis voilà, Bartholdi, c'est Colmar. Deuxième étape de notre parcours Bartholdi. Petite étape rapide, encore de l'eau et l'amiral. L'amiral Brua, encore un symbole de la liberté vu par Bartholdi, grand libérateur, grand voyageur, avec ces 4 sculptures qui représentent les continents. Et alors, petite anecdote, celle-ci, cette statue, c'était la grand-mère d'Yves Saint-Laurent. Et elle représente l'Océanie. Voilà, elle est là. Si tu veux, maintenant, je vais t'emmener faire un petit tour en ville. On va se prendre des petits sentiers comme ça, des petites rues. On va déjà voir la muraille. Je vais t'emmener voir tout ça, tu verras. Eh bien, parfait. On va filer par là.
Je quitte quelques instants la balade avec Manu pour aller voir la maison natale de Bartholdi. On vient de voir ses sculptures, mais on va parler un peu de sa vie. Bonjour Cécile. Bonjour Charlotte. Merci de nous accueillir ici. Vous êtes adjointe à la culture à Colmar. À Colmar, tout à fait. Et donc on a rendez-vous avec vous dans la maison de Monsieur Bartholdi. Dans la maison natale d'Auguste Bartholdi. Et effectivement, c'est devenu. On a la chance d'avoir la veuve d'Auguste Bartholdi qui a légué cette maison à la ville de Colmar, et c'est devenu un musée. D'accord. Donc il a grandi ici. Il est né ici. Ouais. Sa maman est devenue veuve très rapidement, donc elle a décidé d'emmener ses garçons à Paris pour qu'ils fassent des études. Mais la famille revenait régulièrement. Ils ont gardé la maison. Voilà, la maison a été gardée par la maman, tout à fait. Et la maman était très attachée à cette maison, et Auguste Bartholdi étant très attaché à sa maman, il y avait des liens indéfectibles entre Auguste Bartholdi et la ville de Colmar. C'est devenu un musée dans lequel on trouve des œuvres de Bartholdi, j'imagine, oui, des maquettes aussi ou des... On a des maquettes. La maison est divisée en 3 étages. Donc on a effectivement au rez-de-chaussée toute une partie qui est une présentation des œuvres et des travaux d'Auguste Bartholdi pour des statues colmariennes. Au premier étage, on a une reconstitution de l'appartement parisien d'Auguste Bartholdi, puisque la veuve de Bartholdi a également fait don de tout ce qui était à l'intérieur de l'appartement parisien d'Auguste Bartholdi. Et au dernier étage, les sculptures américaines qui sont... Oui, parce que la vie de Bartholdi, c'est d'abord donc Colmar, Paris et puis New York. Le monde. Le monde. Le vaste monde. Tout à fait. Alors on a une sculpture dans la cour qui est assez emblématique. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors c'est les grands soutiens du monde. On a 3 allégories. Une allégorie de la justice, une allégorie du travail, mais du travail intellectuel avec un homme qui porte des livres, et une allégorie du patriotisme. Ici, c'est un peu le passage obligé des touristes. Quand on vient voir Colmar, c'est la carte postale. Alors, c'est le passage obligé des touristes. Maintenant, on est en plein milieu de la carte postale de Colmar, la petite Venise. Mais la petite Venise, ça servait aussi à emmener, pour les Colmariens au Moyen-Âge, tout ce qui était légumes, poissons, viande. Tout l'alimentaire passait par cette rivière qu'on appelle maintenant la petite Venise. Donc 2 passages obligés. Passage obligé aussi architectural. Alors là, tu as un bel exemple de l'architecture à colombage, de l'architecture de pierre, un peu plus minérale que tu vois au fond sur la droite. Donc ces postes construits après, suite à des incendies, suite à des destructions, on ne reconstruisait pas forcément avec du colombage. Et puis les couleurs, oui. Je crois qu'on n'a pas le droit de crépir sa façade avec du blanc, c'est ça ? Dans ce quartier-là, tu ne peux pas, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, faire quoi que ce soit sans l'accord des Bâtiments de France. Donc il ne s'agit pas seulement des couleurs, mais des menuiseries, des toitures, des volumes. C'est bien, parce que c'est une jolie ville, c'est parce qu'on a été protégé grâce aux Bâtiments de France, qui souvent m'énervent sur mes projets. Mais c'est ce qui permet de préserver la carte postale. Ah voilà, on a une jolie carte postale, on a une belle ville, parce qu'on a su la protéger. On suit le fil de l'eau, le fil de la Loire. Oui, Colmar au fil de l'eau, phase 2. On l'a vu tout à l'heure, les barques arrivaient ici. Oui, il y en a une qui arrive d'ailleurs. Voilà, alors là, elle est remplie de gens. Oui, mais avant, c'était rempli de poissons, de volailles, de légumes. Les poissons étaient mis en boîte ici, sur des barques, directement d'eau. sur Les l'eau. gens venaient acheter leurs poissons ici. Et derrière nous, là, le marché couvert. Ce bâtiment-là était le premier bâtiment en structure métallique. On va le voir à l'intérieur. Et qui garde aussi le grès rose traditionnel à l'extérieur. Alors c'est un ancêtre de Raymond Bols, Lucien Bols, je crois l'architecte qui a construit ça en 1840 et quelques. Et qui est resté un marché. Qui est redevenu un marché, c'était devenu un parking, et puis ça a été retransformé grâce à la ville de Colmar d'ailleurs. Quand même beaucoup plus en sympa. marché couvert, beaucoup plus sympa. On va aller voir comment ça se passe à l'intérieur. Je t'emmène. Manu, on est sur la terrasse du marché couvert, les bateaux arrivaient ici. Tout à fait. C'est là qu'ils venaient livrer
toute l'alimentation de la ville de Colmar. Et on est face à une architecture absolument typique du coin. Alors comment on dit? On dit des colombages, on dit... C'est des maisons à colombage ou des maisons à ossature bois. Donc on vient de quitter le marché couvert en acier et en pierre pour retrouver les structures en bois. Mais dont les colombages sont apparus, et les couleurs aussi, après-guerre. Et à quel moment on s'est dit ah tiens, on va... Et pourquoi aussi? Alors, il y avait quelques maisons mobilières avec des colombages riches. Et il y avait la maison à colombage traditionnelle, donc surtout réalisée parce qu'il y avait du bois en Alsace et parce qu'on avait un problème sismique. Et donc cette ossature bois, elle a fait la majeure partie de la construction de Colmar. Puis après, sont venues les premières maisons en pierre. Alors on en voit ici, si on regarde bien les façades, quand tu as un encadrement en grès rose, ça veut dire que... c'est un mur en pierre. Ouais. Et quand tu as un encadrement en bois, c'est une maison en colombage. Et au départ, les colombages n'étaient pas apparents parce que c'était un entretien important, c'est Voilà, ça, hein? tout à fait. C'est-à-dire que tout à l'origine, les bois étaient entretenus avec du sang de bœuf notamment, avec des produits aussi phytosanitaires pour la vigne. Et laisser les bois apparents, c'était quand même un gros travail d'entretien que seuls certains bourgeois pouvaient se permettre. Donc les colombages étaient entièrement recouverts de torchis. Des colombages, on les croise partout dans Colmar. Et pour poursuivre notre petite balade, où est-ce que tu vas nous emmener? Alors j'aimerais quand même qu'on fasse un petit clin d'œil au Loyala. Le Loyala, c'est un petit vigneron qui boit du vin au tonneau, un peu comme tout, oui, tout un bon peu comme colmarien tout après colmarien. 18 heures. Regarde. Ah oui, Voilà. le fameux petit vigneron de Colmar, encore une sculpture de Bartholdi. Bon, ça c'est une copie. Hein. La vraie, elle est au musée. Mais ce qui est intéressant, c'est ce petit tonneau qu'on appelle le Loyola. Le Loyola, c'est le petit tonneau du vigneron qui fait des pauses comme nous régulièrement. Il s'assied, il sort son petit tonneau et il boit un coup. Donc en travaillant dans les vignes. C'est le Loyola qui a donné son nom à la statue. Ouais. En fait, hein. On l'appelle le Loyola, nous, entre nous à Colmar, mais sinon le nom officiel, c'est le petit vigneron de Colmar par Bartholdi en 1809. Voilà. Une nouvelle fois, je prends la tangente pour rendre une petite visite à Sébastien. Avec sa famille, ils sont vignerons depuis des générations et leurs caves sont installées en plein centre-ville. Colmar étant surnommée la capitale des vins d'Alsace, ce serait dommage de ne pas leur rendre une petite visite. Nous sommes dans la maison Martin Jund avec le petit-fils de cette grande lignée de vignerons, Sébastien. Tout à fait. Alors, vous avez une particularité, c'est que vous êtes installé en ville. Donc voilà, on fait partie des rares derniers vignerons récoltants au sein même de la vieille ville de Colmar, capitale des vins d'Alsace. Et donc on s'amuse, on garde toujours cette culture, ce goût de venir préparer nos vins dans nos chais, sur la maison familiale qui date de 1604. Quelques mots sur les vins d'Alsace. Alors les vins d'Alsace, on est d'abord sur une production de vins blancs et qui vont proposer certainement un des panels les plus larges, les plus complets aromatiquement, gustativement, en termes d'association peut-être, parce qu'on travaille sur des vins de cépage. Actuellement, donc, on est au mois de septembre. Donc, ce qu'il y a derrière nous, en fait, ce sont donc, des outils qui permettent de traiter... De récolter, de presser la récolte. Donc c'est effectivement la période des vendanges, la période certainement la plus importante, la plus intense, la plus importante de l'année. On récolte tout le travail de l'année. Et donc c'est ici, donc on récolte, les raisins sont récoltés à la main, sont acheminés ici donc en tracteur. On va les poser délicatement dans la presse, dans le pressoir, et ils vont être pressés ici, vinifiés, mis en bouteille et commercialisés directement ici. Toutes les caves sont sous la maison, sous la bâtisse principale. Donc c'est une maison qui date de 1604, qui était un relais postier à l'époque. La famille Jund est venue s'installer quelques 200 ans plus tard et produit du vin donc, dans ces locaux, dans ces vieilles pierres, dans ces vieux bois. Est-ce qu'on peut voir ce qui se passe en ce moment dans les caves? Bien sûr, donc là on va s'y diriger, on va aller jeter un petit coup d'œil, on va tendre l'oreille également parce qu'on va entendre tous ces blottis de fermentation. Donc le vin chante, la cave chante en ce moment et est très animée. Donc c'est une belle période. On y va alors.
Vous avez entendu? Alors ce bruit dont tu nous parlais, c'est le chant des fermentations, le chant des vins en formation justement. Donc c'est au travers des bondes et de ces bloblottis qu'on va pouvoir ressentir un petit peu l'intensité des fermentations et auquel cas les accélérer, réajuster en termes de température. Chaque cuve est thermorégulée. D'accord, donc là on va le laisser tranquille. Alors je vois qu'il y a 2 types de cuves. Il y a du bois et il y de l'inox. De l'inox, oui, tout à fait. Alors c'est en quelque sorte ma cuisine, notre cuisine ici. Et l'inox ou le bois, c'est 2 casseroles. 2 casseroles différentes avec l'inox qui va favoriser un petit peu plutôt le fruité, qui va garder des fraîcheurs d'acidité plus facilement. Et le bois, au contraire, avec sa forme ovoïde et puis l'échange, la porosité du bois va favoriser un apport un peu plus de structure, de gras au vin. Je vois que c'est du Gewürz. Tout à fait, la première. Qu'est-ce qu'on a ici Alors, on propose les 7 cépages. Donc Pinot blanc, Pinot gris, Pinot noir pour la famille des Pinots, le Riesling bien entendu et le Gewürztraminer, du Sylvaner et du Muscat. Donc c'est le panel de la Alsacien. Il y a aussi les vendanges tardives, c'est ça? Voilà, donc après il y a différentes... on propose 4 appellations en Alsace. Donc la première appellation, l'AOP Alsace, dans laquelle on va faire un peu ressortir toutes ces notes fruitées issues des cépages. Il y a l'appellation AOP Grand Cru, donc sur laquelle on va avancer un petit peu des notions géologiques. Et on va proposer une appellation, bien entendu, des vins effervescents avec les créments d'Alsace, donc une méthode champenoise avec des raisins alsaciens. Et la dernière, donc les vendanges tardives, donc des raisins surmaturés. Le lieu aussi dans lequel tu travailles est magnifique et surtout, ça a l'air assez ancien. On n'a pas changé les bois, on n'a pas changé les pierres et on tient vraiment à rester dans cette ambiance, dans cette histoire où mon père, ma grand-mère, dans cette odeur aussi, grand-père, parce que quand même ça sent très très bon. Ça sent très très bon, c'est accentué par l'odeur des belles fermentations pour le moment. Donc, mais c'est vraiment ici le cœur de la maison, de vie, et puis un peu de création, d'interprétation de nos vins. Là, on est dans la petite rue des Tanneurs, une rue qui a une postérité assez grande, en fait. Oui, alors en fait, la petite rue des Tanneurs, elle a plusieurs histoires. D'abord, la rue des Tanneurs. Il y a un vent particulier dans cette rue qui permet de sécher les peaux. Les courants d'air circulaires, le vent circulait là-dedans et passait dans les toits, on faisait sécher les peaux. La deuxième particularité de la rue des Tanneurs, c'est aussi un peu un clin d'œil, un hommage aux bâtiments de France, à Malraux, à la loi Malraux, parce que c'est des quartiers qui auraient dû être entièrement démolis et rasés. Et c'est un artiste colmarien décédé depuis, M. Sturm, qui a fait intervenir Malraux à Colmar pour empêcher la destruction de ce quartier. Alors j'aperçois là-bas un petit but de notre promenade. Voilà, donc un Lascar, Lazare de Schwendi, grand combattant et qui a notamment combattu en Hongrie. Et il a ramené de Hongrie, on va le voir tout à l'heure en faisant le tour, si tu veux bien, on va marcher un peu. Une grappe de raisin, voilà. Le fameux Tokay. Voilà, le Tokay d'Alsace. Qui maintenant s'appelle plutôt Pinot Gris, c'est ça, hein? C'est-à-dire qu'il y a eu un marché traité entre la France et la Hongrie. Les Hongrois abandonnent le terme de cognac pour leur alcool, à condition que les Alsaciens abandonnent le terme de Tokay, les Alsaciens et d'autres Français, pour le transformer en Pinot Gris. Et ça date de quand? Parce que moi, il me semble que j'ai connu le Tokay. Hein. Oui, ça a moins de 10 ans. Je ne peux pas te dire précisément, mais moins de 10 ans. Donc voilà, Lazare de Schwendi. Il a l'air plutôt heureux. Hein. Il est heureux et c'était un malin parce que Bartholdi l'aimait beaucoup, parce que Bartholdi lui-même avait des vignes ici, c'était un bon vivant, assez carpe diem, fumait le cigare. Et il a voulu rendre hommage à Lazare de Schwendi parce que justement c'est lui qui a permis l'implantation de ce qu'on appelle un carménère, c'est-à-dire des pieds anciens de vignobles. Oui, c'est ce qui a permis de sauvegarder aussi l'activité viticole. Et de la renforcer en Alsace où ouais. c'était très difficile. Celui-là, tu vas pas me faire croire qu'il est d'ici. Eh non, ça c'est un petit clin d'œil, c'est un petit... Avant de se quitter, voilà, une petite image de Bruxelles, je crois que tu y habites souvent.
Oui, Et oui. nos amis belges, voilà, ils nous ont offert cette petite statue du mannequin. Allez, on salue la Belgique. On salue la Belgique, c'est des buveurs de bière comme nous, voilà, donc c'est plutôt drôle de voir ça en plein Colmar. Manu, avant qu'on se quitte, on est devant une maison des figure, têtes. ouais. Enfin des figures même plutôt. Hein. Ah, plus de 200 figurines, une maison privée à l'époque, 1609, maison Burger, un riche marchand qui est devenu bourgmestre par après. Et maintenant, c'est le siège de la Bourse au Vin avec un excellent restaurant. J'espère que tu auras l'occasion d'y aller, je crois même Mais que tu vas y justement, aller. voilà, on a rendez-vous avec le chef juste après. Et là-haut, tout là-haut, encore un petit clin d'œil de Bartholdi. Alors qui est ce personnage qui a, mais qui à nouveau, Ouais. hein, il est- Encore voilà, une bouteille de vin, une bouteille de vin, encore un verre. flacon et un verre. Donc, c'est le tonnelier. Alors se moquer des bourgeois, hein, c'est ça la signification de toutes ces figures. C'était une tradition ici. Voilà, il existait une tradition qui consistait, on le voit aussi d'ailleurs à la collégiale, hein, à représenter les vices de certains bourgeois en les faisant grimacer. Et chacun pouvait se reconnaître dans un visage. Il y en a qui ont des têtes de mouton, des têtes de lion, des têtes de clown. Merci Manu. Alors Mais je t'en prie, on Charlotte. va se quitter ici. Eh oui, Nous, déjà. on va aller voir le chef. En tout cas, on a fait une très 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 belle balade avec toi. Merci infiniment. Et merci à vous et merci de vous intéresser à cette jolie ville. C'est ici que l'on quitte Manu, les yeux remplis par l'émerveillement de cette journée. Marilyn et Éric Girardin ont repris cet hôtel-restaurant en 2015 et à peine 2 ans plus tard, ils obtiennent déjà une première étoile au célèbre Guide Rouge. Autant vous dire qu'ici, on est dans l'excellence de la cuisine alsacienne. Merci beaucoup Marilyn de nous avoir ouvert les portes de la Maison des Têtes. Alors, c'est une maison que vous avez reprise il n'y a pas très longtemps et que vous avez gardé un peu dans son jus tout en ajoutant une certaine touche de modernité, hein, c'est Oui. ça? Donc nous avons repris la maison il y a 2 ans, 2 ans et demi, là, voilà, on y est. Et on a vraiment voulu garder l'authenticité du lieu et les fondamentaux des lieux, comme vous pouvez Les le voir. Windstube, c'est ça? Oui, exactement. Puisque ici, c'est un restaurant qui date de 1898 et qui, en fait, permettait aux propriétaires des murs, qui était la Bourse au Vin à ce moment-là, lors de la création du restaurant, de débiter leur vin, donc les Windstube, effectivement, la pièce où on boit le vin. Ici, on est dans une brasserie-restaurant plutôt traditionnelle et vous avez ouvert une deuxième partie, hein, c'est Tout ça? à fait. Un deuxième Alors restaurant. ici c'était à savoir, c'était un restaurant étoilé dans les années 50-60 et on a eu l'opportunité de pouvoir ouvrir une autre partie dans la maison qui était complètement abandonnée et donc on s'est dit on va reprendre un petit peu l'idée de la Windstube et de la brasserie en même temps. Donc on a vraiment une carte sur deux particularités. Vous pouvez manger ici une super choucroute, un Bekehof. Vous pouvez manger des plats plus brasserie parce que vous avez à la fois des touristes qui viennent et à la fois des colmariens. Est-ce qu'on peut voir le chef? Est-ce qu'on peut le voir à l'œuvre? Bien sûr. Alors à cette heure-ci, il va être en cuisine du restaurant gastronomique plutôt. Donc C'est par là? c'est l'occasion d'y aller. Allons-y. Les produits typiques du coin, bon évidemment le chou. Là, il y a le chou, le minster. Donc, c'est vrai qu'en Alsace, on est vraiment gâté par la richesse du terroir. Les viandes aussi, des viandes fumées, c'est ça? Avec la choucroute, oui, on a énormément de viande fumée. Et bon, que du cochon, bien sûr. Les palettes, les saucisses, les lards fumés, les lards frais. Et vous avez une manière bien particulière de revisiter ce terroir. Donc là, on a revisité, on a fait un maquis de choucroute. Donc le côté fumé avec le lard et le chou en salade. On a fait une petite choucroute frite. Directement à la Juste friteuse? friteuse, frite. On C'est peut bien frire parce la que ça choucroute. apporte un petit croustillant. La traditionnelle moutarde, Moutarde, toujours avec la choucroute. voilà. Donc un petit point de moutarde. Et on termine par une petite pousse de moutarde. Voilà. Et donc c'est là, on magnifique. a un premier apéritif. Voilà.
Ça se mange avec les doigts. Bah, bien sûr. Hein. Et c'est délicieux. On a vraiment l'esprit, On sent, le chou, le fumé, le côté fumé, le côté moutardé. Et puis effectivement, ça croustille un petit peu avec, voilà, avec le chou. Le chou frit. Hein. C'est dans les cuisines du chef Girardin que l'on termine notre magnifique séjour à Colmar. Je repars avec de beaux souvenirs et surtout de belles rencontres en tête. Et si vous souhaitez tout revoir, c'est sur terredefrance.tv que ça se passe.